Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus léger. On va parler du biais du survivant et également de chance. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait sur la plateforme où vous nous écoutez. Également, à nous laisser 5 étoiles au cas où vous ne l'aurez pas déjà fait. Quand vous avez écouté quelques épisodes, vous pouvez noter une seule fois de podcast et comme ça, c'est fait. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait et merci par avance pour les autres. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Allez, juste avant l'épisode, jingle. Bon, du coup, avant de commencer l'épisode, on va faire la boom anecdote. Traditionnel. T'as quelque chose à nous raconter ou pas cette semaine? Oui, effectivement, c'est pour une fois, c'est moi qui vais la raconter. C'est ce qui nous est arrivé le week-end dernier. En fait, on devait aller. Toi surtout. Hein, oui, parce que bon, c'était moi qui avait prévu d'enregistrer un épisode avec un autre créateur. C'était, je crois que je vous l'avais rapidement teasé. Ça aurait dû normalement sortir dans les quelques semaines qui arrivent. Et malheureusement, il nous a mis un faux plan au dernier moment, sachant qu'en fait, il nous a mis un faux plan quand j'étais déjà sur Paris. Parce qu'en fait, on devait enregistrer l'épisode le samedi, donc on était monté le vendredi pour faciliter l'organisation et pas être trop dans le speed le samedi. Et en fait, sachant que nous, on est de Montpellier en fait à la base, donc oui, exactement. Ça fait quand même un peu de trajet. Ça fait quand même un peu de route, etc. Plus forcément, il y a le coût du trajet, du logement et compagnie. Et en fait, il nous a mis un faux plan le vendredi soir en disant que finalement il pourrait pas venir. Bon, il a maquillé ça avec les attentats qui ont eu lieu dernièrement, notamment un qui était pas loin de chez lui. Enfin bon, bref, on sait pas exactement si c'est vrai ou pas. On sait pas si on refera l'épisode avec lui du coup, mais bon voilà, c'est vrai que ça saoule quand même de prévoir des choses avec des gens qui s'engagent sur. Surtout que c'était prévu depuis. Ouais, c'était prévu depuis 2 mois quasiment, ouais, un peu moins de 2 mois. Puis jusqu'à la semaine d'avant, il était toujours chaud. Donc exactement. Donc on avait validé le lieu. Heureusement finalement qu'on n'avait pas réservé le lieu parce que bon forcément ça il faut pour enregistrer un podcast on peut pas faire ça n'importe où, il faut un lieu où il y a pas de bruit, donc vous êtes obligé de réserver un endroit un peu sympa, de prévoir tout le matériel pour se déplacer, etc., les micros et compagnie. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage et que on sera beaucoup plus c'est pas méfiant, mais bon, la prochaine fois qu'on devra avoir un rendez-vous avec quelqu'un et se déplacer pour enregistrer un épisode, parce que il y a pas mal de podcasteurs qui choisissent le fait d'enregistrer à distance. On l'a pas encore fait pour l'instant parce que je trouve que c'est quand même plus sympa et plus convivial. Enfin, vraiment, je sais pas si vous avez déjà écouté des podcasts. Je trouve qu'on voit une vraie différence quand il a été enregistré, que les deux personnes sont pas dans la même pièce et qu'elles sont ensemble. L'échange est souvent plus jovial, plus réactif aussi et plus intéressant in fine quand les deux personnes sont dans la même pièce. Donc c'est pour ça que nous, c'est un peu l'ordre d'idée le mot d'ordre qu'on s'est donné et ce qu'on a fait à la fois avec Mathieu et puis avec Thomas ouais. Quand on avait enregistré l'épisode avec eux. Et c'est pour ça que là on faisait l'effort de se déplacer sur Paris pour pouvoir enregistrer avec ce créateur. Et c'est vraiment dommage qu'il nous ait mis faux plan à la dernière minute quoi. Mais bon, ça nous servira un peu de leçon. Oui, et la prochaine fois on se déplace pas que pour ça. Oui, on se déplacera pas que pour ça, ou alors on s'arrange pour essayer de trouver un lieu plus à mi-chemin, enfin en tout cas pas à l'autre bout du pays pour nous. Bon, finalement du coup j'ai passé un week-end à Paris en touriste, hein. C'est vrai que ça rappelle toujours à quel point cette ville est magnifique, vraiment des monuments partout, des immeubles haussmanniens qui sont très jolis, mais vraiment force à vous les Parisiens, je sais pas comment vous faites pour vivre là-bas parce que vraiment cette ville est un enfer, c'est-à-dire que même quand on est piéton, il y a des travaux partout et il y a plus de trottoirs, enfin je ne sais pas comment font les gens pour vivre là-bas. Apparemment c'est vraiment un mood, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas. Soit on adore, soit c'est très très particulier, hein. C'est-à-dire que vraiment un week-end on est très content, on passe un bon moment, mais quand je suis revenu à Montpellier j'étais très content de rentrer et je me rends compte quand même qu'on n'est pas dans la même inertie d'un point de vue de tout simplement des relations entre personnes et même du mood général qu'on peut ressentir quoi. Après c'est une grosse ville, c'est une ville beaucoup plus grosse que la nôtre. Les Parisiens qui diront comme Montpellier on se fait un peu chier quoi. Ouais, c'est bien mais c'est vrai que l'avantage à Paris c'est que c'est tellement grand que je sais pas, on s'ennuie pas ouais. J'étais avec un pote qui voulait aller se faire couper les cheveux et à 23h il y a encore des coiffeurs ouverts quoi. Nous c'est 20h tout est fermé quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même un autre style de vie plus on peut faire plus de choses à plus d'heures, mais c'est vrai que je pourrais pas y vivre à l'année en tout cas. Bon, voilà pour la boom anecdote. Du coup, on va passer au sujet de l'épisode du jour, du coup. Le biais du survivant. Pourquoi est-ce qu'on a voulu d'abord faire cet épisode ?
Alors le biais du survivant, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Ça faisait un petit moment, on avait fait une fois un podcast, on avait parlé de motivation et de discipline, ça permettait de faire des sujets qui sont plus légers, moins techniques, mais où quand même on essaie de vous apporter un peu de recul et surtout de distance par rapport à beaucoup de choses que vous pouvez voir aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux et qui peuvent plus ou moins influencer un petit peu votre état d'esprit par rapport à tous ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat. Et je trouve que le biais du survivant, c'est un de ceux qu'on aborde le moins, qui pourtant est hyper important. Alors d'abord, on va définir un petit peu ce qu'est ce biais du survivant. T'as peut-être un premier exemple à nous donner. Je pense que le plus simple, c'est quand même déjà de donner un exemple. Faut savoir que ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est en fait un biais où le cerveau humain a tendance à se faire des statistiques sur des cas isolés. C'est-à-dire que en fait, si vous devriez faire une vraie statistique sur quelque chose, en fait vous rendrez compte que la moyenne est bien plus basse que vous pensez, mais le cerveau humain a tendance à se baser sur l'événement le plus extrême qui est arrivé et se dire que la moyenne est au niveau du point extrême et pas à un niveau intermédiaire, parce qu'on va juste oublier ce qui n'est pas impressionnant en soi. Il y a un exemple avec les chats. Sauf erreur, parce qu'on a 2 chats justement et on habite en appartement. Je sais pas s'ils ont le biais du survivant. Ouais, on va peut-être pas faire d'expérience avec eux, mais vas-y, raconte. Du coup, pour reprendre l'exemple des chats, il y a une statistique qui dit que les chats qui tombent du 6e étage survivent, alors qu'en fait, on prend pas en compte dans la statistique les chats qui sont morts. C'est-à-dire que tous les chats qui arrivent chez le vétérinaire et qui ont sauté du 6e étage, on considère qu'ils survivent chez le vétérinaire grâce à cette chute, alors qu'en fait, on n'a pas déjà compté tous ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, c'est ça. En fait. Donc vous voyez, là, on a un premier biais qui existe vraiment dans des stats, c'est-à-dire qu'on va pas prendre un échantillon complet parce qu'on va se servir que d'une partie de l'échantillon qui a accompli une certaine action. Typiquement là, dans l'exemple des chats, c'est ceux qui ont survécu pour arriver chez le véto. Donc on va établir une stat de survie sur ces chats-là, sauf qu'on a déjà tous ceux qui sont pas retombés sur leurs pattes, qui sont déjà morts en bas de l'immeuble et que personne n'emmènera chez le véto. Pour revenir peut-être un peu plus proche dans notre sphère un peu plus financière, il y a un vrai biais qui existe sur les entreprises, que vous-même, peut-être vous l'avez déjà entendu quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises qui réalisent des bénéfices, souvent on vous dit, si vous aviez acheté les 40 entreprises qui composent actuellement le CAC 40 il y a 20 ans, vous auriez fait 15% de rendement par an, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a sans doute déjà dit, entre la plus-value et le dividende généré par ces entreprises. Le souci, c'est que si on se remet 20 ans en arrière et qu'on regarde les 40 entreprises du CAC 40, en fait, on oublie toutes celles qui sont sorties du CAC 40 ou tout simplement qu'on fait faillite depuis. Donc, si on doit reprendre votre vrai rendement en vous disant que vous auriez acheté les 40 meilleures entreprises du CAC 40 il y a 20 ans, en fait, vous seriez pas du tout à 15% de rendement parce que déjà la composition aurait changé et qu'en plus, certaines entreprises auraient fait faillite depuis. Donc là, on va en fait établir une croissance des bénéfices et un rendement sur un échantillon qui est faux parce qu'on va se baser uniquement sur les entreprises qui ont survécu et pas inclure celles qui ont disparu. Et du coup, on peut donner quelle définition un peu simplifiée du biais du survivant ? Le biais du survivant, c'est finalement être erroné sur son échantillon statistique. Donc ça, c'est en ce qui concerne vraiment quand vous êtes statisticien et vous établissez une vraie étude. Mais c'est un biais qui est normal dans le cerveau humain. Et ça va vous arriver la plupart du temps quand par exemple vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez regarder quelqu'un qui a très bien réussi dans un domaine, donc ça peut être il a créé une boîte qui vaut 100 millions d'euros, il a investi dans l'immobilier, aujourd'hui il a un patrimoine de 10, 15, 30 millions d'euros. Ça, vous allez vous dire dès que on investit, on fait comme lui, on arrive à 10 millions d'euros de patrimoine. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple. Là, vous vous basez en fait justement sur le survivant, sur quelqu'un qui s'éloigne de la moyenne et qui a finalement un peu entre guillemets un destin unique en tout cas au regard de l'échantillon statistique qui est pris. Et pourquoi du coup on peut en conclure que le biais du survivant ça mène à l'échec des personnes c'est inconscient tout ça, en fait ça peut mener à l'échec parce que quand vous éloignez, la logique d'une moyenne, c'est que si vous établissez un certain nombre d'actions et que vous établissez un plan, naturellement, vos résultats doivent tendre vers une certaine moyenne. Par exemple, une moyenne qu'on pourrait établir, c'est que si vous décidez de commencer à investir, vous mettez une petite partie de votre patrimoine en bourse, une petite partie de votre patrimoine dans l'immobilier, vous commencez à faire un investissement, on peut établir qu'en moyenne, dans 5 ou 10 ans, vous aurez un certain niveau de patrimoine et en tout cas, vous aurez sécurisé vos arrières déjà pour avoir un
un revenu complémentaire et peut-être à terme pour remplacer votre revenu du travail d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est la moyenne. Maintenant, si vous restez uniquement focus sur celui qui, par exemple, en 2 ou 3 ans a réussi à multiplier par 100 son patrimoine et qui se génère aujourd'hui un revenu mensuel de 20 ou 30 000 euros, en fait, lui, il est pas dans la moyenne. Il en est très loin. Il est une exception statistique sur les gens qui vont entreprendre ou qui vont investir. Et si vous vous basez sur lui, il y a peu de chances qu'en 2 ou 3 ans, vous arrivez comme lui. En tout cas, on vous souhaite que vous soyez également une exception statistique, mais vous allez uniquement vous retrouver assez loin de ce qu'il aura fait et ça peut vous mener justement à l'échec personnel de vous dire finalement, j'ai pas réussi parce que je m'étais fixé un objectif, c'était que dans 3 ans, je voulais être comme cette personne, avoir 20 ou 30 000 euros par mois, alors qu'en fait, c'est très compliqué et que, à moins que vous soyez l'exception, justement, vous n'y arriverez pas aussi rapidement. Et même si, par exemple, on a quelqu'un en exemple dans le cadre du biais du survivant, oui. En fait, on n'aura jamais le même résultat que cette personne, même si on fait tout pareil, même si on pense faire tout pareil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans la vie des autres. Exactement. Et surtout que quand vous regardez ça peut-être avec un peu plus de recul, vous vous dites cette personne, elle est arrivée tellement loin. L'autre biais, c'est de vous dire ce survivant-là, ce qu'il a fait, c'est pas possible, ou en tout cas, moi, je pourrais jamais faire comme lui, donc ça sert à rien que je commence. Donc vous pouvez avoir un peu le biais, le biais inverse dans vos projets, c'est-à-dire de vous dire de toute façon, j'arriverai jamais à faire comme cette personne parce que cette personne est une exceptionnalité, donc ça sert à rien que je commence. Et ça, c'est un autre problème, c'est d'un manque de recul qu'on peut avoir là-dessus, de ne pas passer à l'action uniquement parce qu'on se dit qu'on va pas avoir des résultats exceptionnels, alors que c'est pas des résultats exceptionnels qu'on veut, c'est uniquement des résultats. Et pour avoir des résultats, il suffit de passer à l'action. Et en passant à l'action, forcément, vous allez avancer. Et ça va prendre du temps. Nous, on est bien placé pour savoir que ça prend énormément de temps, ça prend des années. Et en fait, petit pas par petit pas, vous avancez. Si on en reviendra un peu plus tard à la fin de l'épisode, vous avez ce qu'on appelle de la chance ou ce qu'on peut définir comme de la chance, vous pouvez aller plus vite, mais uniquement si vous avancez et que vous restez concentré sur un plan établi que vous avez mis pour avancer dans vos projets, déjà vous accomplirez de grandes choses et quoi qu'il arrive, vous aurez avancé. Donc en fait, le problème du biais du survivant, il est à 2 niveaux. Il est de se mettre des objectifs irréalisables en se basant sur quelqu'un qui est une exceptionnalité, ou à l'inverse de ne pas passer à l'action parce qu'on se dit que les résultats qu'on pourra atteindre de manière normale ne seront quoi qu'il arrive pas à la hauteur de ce qu'a fait cette personne, alors qu'encore une fois cette personne, ça peut être un exemple inspirant mais ça doit pas être une norme en fait. Et là on revient sur le biais statistique qu'on expliquait, c'est que en se basant sur cette personne-là, on dit à son cerveau que c'est la norme, qu'on doit forcément tous faire pareil, alors qu'en réalité c'est impossible et que la norme elle est probablement à un stade intermédiaire. Je sais pas toi, mais moi, par exemple, je lis un peu le biais du survivant quand je vois Yomi Denzel. Parce qu'il a notre âge et que des fois je me dis vas-y on sera sûrement jamais comme Yomi Denzel, mais en fait je me dis c'est ouf tout ce qu'il a fait et il a notre âge. Nous qu'est-ce qu'on fait là depuis qu'on a 18 ans, on dort debout alors qu'en fait on part pas des mêmes, on part pas avec les mêmes bases. Tout à fait. C'est que déjà il est suisse, on est français. ça fait une grosse différence. Hein. Non mais il a quand même fait Harvard, etc. Alors nous on a nos, on a nos avantages aussi, mais en fait ça sert à rien de se comparer parce qu'on n'aurait jamais pu faire ce que Yomi Denzel a fait. Je suis pas sûre que Yomi Denzel pourrait faire ce qu'on fait, tu vois. Exactement, c'est-à-dire que. Mais il est successful et du coup tu te dis le mec il brasse je sais pas combien. Et il pèse dans l'influence, etc. Rien que ces podcasts, j'en reviens parce que sur le montage et tout ça, il est super bon et tout, mais en fait, il a des équipes. Il a des équipes, on se rend pas compte, mais il y a un travail monstre derrière que pour l'instant on peut pas abattre, quoi. Non, c'est sûr, et justement là on peut avoir le biais le biais du survivant justement en se basant sur l'exemple de Yomi Denzel en se disant je vais faire comme lui, alors qu'en fait il a très bien réussi, il a beaucoup travaillé, ça y a aucun doute là-dessus, mais il y a un facteur qui est que c'est une exceptionnalité, enfin vous avez pas 100 Yomi Denzel. Par contre maintenant si vous décidez par exemple de vous lancer à votre compte, de commencer à investir, des gens qui ont un petit peu entrepris, qui ont un petit peu investi et qui sont quand même arrivés à des niveaux qui sont très bien, il y en a beaucoup, et ça je pense qu'il faut pas mal de recul pour s'en rendre compte. Moi j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte parce que c'est vrai que quand j'ai commencé un peu à investir, je me basais uniquement sur entre guillemets les stars qu'on pouvait trouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui avaient énormément réussi, qui étaient déjà des très gros patrimoines, sachant que pourtant eux avaient commencé il y a parfois 5 ou 10 ans en arrière, et
alors qu'en réalité, ces gens-là étaient un petit peu exceptionnels et c'est justement le fait qu'ils étaient exceptionnels qui a fait que ça a marché et que les gens ont adhéré sur les réseaux sociaux et le fait qu'ils soient pas nombreux. Alors que quand on commence à avoir un peu de recul, qu'on commence à avoir un peu un réseau d'investisseurs, de connaître pas mal de gens qui sont passés à l'action là-dessus, qui ont décidé de se créer un patrimoine, qui soit financier, immobilier, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens, y compris autour de nous, dans une sphère plus réaliste des gens qu'on peut connaître dans notre entourage, et que en réalité la moyenne est forcément bien en dessous, mais c'est pas forcément négatif dans le sens que, encore une fois, à partir du moment où vous avez sécurisé votre patrimoine, que vous estimez pas en risque parce que vous avez suffisamment d'argent pour faire vos projets, pour partir en vacances, que quoi qu'il arrive vous savez que votre retraite elle est sécurisée, que même probablement vous pourrez partir avant, quitter un job que vous aimez pas pour pouvoir faire quelque chose de mieux et vous rémunérer autrement, en fait c'est déjà super. Et c'est ça la vraie moyenne de ce qu'on peut appeler l'indépendance financière. C'est avant tout d'atteindre des objectifs qui soient réalistes, propre à vous aussi. Exactement, que vous avez défini, et surtout avant tout être confortable dans votre vie et heureux. Et en réalité c'est ça la vraie moyenne, et pas les exceptionnalités qui font des trucs de fou, mais que justement on a tendance à regarder parce qu'ils sont pas nombreux. Et t'as perdu ce que tu voulais dire. J'ai oublié. C'était par rapport à... Ah oui, tu trouves que les réseaux sociaux ça accentue ou pas le biais du survivant? Ah mais à fond, parce qu'en fait c'est toujours pareil. On va par exemple, on va prendre le cas justement, on va prendre peut-être le cas, je sais pas, d'un investisseur, ce qu'on peut imaginer d'un investisseur moyen. Alors attention, pour vous ça peut vous sembler peu ou beaucoup, avec plus ou moins l'expérience qu'on a et le recul qu'on a des gens qu'on connaît, nous ça nous paraît plus ou moins quelque chose de moyen. Mais imaginons un investisseur qui a commencé à investir il y a 3 ans, il était en CDI, il a commencé à mettre un petit peu d'argent en bourse, un petit peu d'argent en crypto-monnaie, et il a acheté par exemple un appartement la première année, un deuxième appartement la deuxième année, et la troisième année il a acheté un petit immeuble de 3 appartements. Donc il se retrouve au bout de 3 ans, il a 5 appartements, donc là il a un petit revenu complémentaire, je pense de 600-800 € en fonction des taux d'intérêt qu'il a eu à l'époque et du cash flow qu'il a réussi à générer sur ses opérations. Donc il a un petit revenu complémentaire, il a peut-être maintenant un petit patrimoine financier en crypto-monnaie de peut-être 50-60 000 € en fonction de ce qu'il a pu mettre de côté et des plus-values qu'il a généré. Pour beaucoup de gens, si lui on le met sur les réseaux sociaux, qu'on le met en lumière, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire waouh, il est exceptionnel, etc. Alors que bon, finalement c'est une moyenne. Mais par contre, si ce mec-là on le met à côté de Yomi Denzel, peut-être de Yann Darwin ou de Cédric Anissette ou de ces stars qui ont vraiment réussi, qui aujourd'hui ont des entreprises notamment de formation là-dedans qui marchent très bien, en fait votre petit investisseur qui va commencer il y a 3 ans, vous dites ce qu'il a fait, limite vous allez juste regarder une fois son parcours au détour d'une publication et vous l'aurez oublié 5 minutes après. Et par contre quand vous allez tomber sur la vidéo de Yomi Denzel en train de rouler en Lamborghini à Dubaï, là par contre vous allez le retenir et vous allez mettre le focus de votre attention là-dessus en vous disant voilà, c'est vers ça que je veux aller quoi. Pareil, quand t'étais en périple à Paris pour pas grand chose, du coup, moi j'étais chez un couple d'amis qui ont commencé les investissements, je dirais, il y a 1 an, je pense. Et ils me disaient à quel point ils étaient complexés, par exemple, par rapport à nous qui avons quand même commencé il y a plus de 5 ans maintenant. Et lui, il a commencé il y a 1 an et il galère à avoir un prêt. Et en fait, il me disait à quel point il était complexé. Alors qu'en vrai, il était déjà largement au-dessus de la moyenne et il s'en rendait pas compte parce que du coup, son biais du survivant, c'était nous, alors qu'on n'est pas une rêve, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'il y a, là, t'as raison, mais en plus, il y a un deuxième, là, justement, pour encore rebondir sur un biais, c'est souvent l'âge. Parce qu'en fait, forcément, quand on est jeune, les années, je pense que ça compte un peu plus que quand on est plus âgé. Et en réalité, la moyenne d'âge des gens qui commencent à se poser un petit peu ces questions, d'investir, de se créer des revenus complémentaires, etc., c'est souvent plutôt des trentenaires, des gens qui ont entre 30 et 35 ans, moi, c'est la moyenne de ce que j'ai vu, en tout cas dans les investisseurs que j'ai croisés. Quand on arrive avant la vingtaine, c'est-à-dire plutôt avant la trentaine, pardon, donc entre 25 et 30 ans, c'est déjà moins commun. En dessous de 25 ans, comme nous ça a été, vu que nous on s'est lancé là-dedans à 20 ans, c'est très rare. Et quand vous trouvez des gens qui sont encore en dessous de 20 ans, et ça existe, c'est-à-dire parfois vous trouvez des gens qui ont 17, 18 ans, parfois ça paraît même dingue à croire, de jeunes qui sont au lycée, qui ont lancé des business en ligne parce qu'ils étaient bons en informatique. C'est Fortumedia, je sais pas si vous connaissez du coup, Fortumedia, c'est Manoa. Qui s'est lancé très jeune. Qui a lancé plein de petits business, bon il y en a un qui est plus connu que les autres, je vous
laisse aller voir. Mais il a lancé plein de trucs au lycée parce qu'il se faisait chier. Et c'est un truc de malade. Il avait genre 16 ou 17 ans et le mec, il gagnait déjà... Il gagnait déjà ce que gagne un bon salarié qui gagne 3 000 € par mois à 30 ans, quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, du coup, je me disais, putain, mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je dormais debout, tu vois. C'est ça au lycée, alors que là encore, c'est un biais du survivant. C'est-à-dire que cet exemple-là, on peut pas en tirer une moyenne en se disant, ouais, aujourd'hui, tous les jeunes de 17 ans lancent des business, alors que c'est faux. Il y en a peut-être un sur 100 000 ou un sur 500 000 qui lance un business avant 17 ans et un business qui fonctionne. Donc là encore, on peut parler du biais du survivant là-dessus. Donc c'est encore plus rare. Et effectivement, quand on revient à ce que tu racontais tout à l'heure sur notre couple d'amis, il faut pas oublier que l'âge, c'est quand même assez important et que déjà, si vous vous préoccupez de ces questions-là avant 30 ans, vous êtes déjà une exceptionnalité à vous-même. C'est-à-dire que là où vous pouvez vous dire, ah ben finalement, je suis dans la moyenne, mais bon, ça m'intéresse pas beaucoup parce que c'est nul et parce que moi, je veux être plus, ben déjà, si vous avez moins de 30 ans et que vous vous préoccupez déjà de ces questions-là, vous avez déjà une avance sur énormément, et je parle pas de la moyenne globale par exemple, des gens qui ne s'intéressent pas à ces questions-là, je parle vraiment des gens qui vont s'y intéresser à un moment donné. Si vous y intéressez avant 30 ans, vous êtes déjà dans le haut du panier, vous êtes déjà une exceptionnalité là-dessus. Donc c'est après aussi pour ça que nous on fait le podcast Quitte le Boomer Dream, c'est que pour éveiller un petit peu les consciences et ceux qui veulent pour que l'idée vienne un peu plus vite. Exactement, et que vous sortiez de là. Et justement, que déjà vous atteigniez cette moyenne des gens qui décident d'investir et qui arrivent à des résultats positifs, et surtout que vous la dépassiez en fait. Parce que, là on revient à l'inverse de ce qu'on vous disait tout à l'heure, que c'est normal d'être dans la moyenne, mais par contre, en réalité, vos objectifs, je pense qu'ils doivent être légèrement au-dessus. Faut pas se mettre des trucs aberrants non plus. Si vous dites, si là vous partez de zéro et que vous dites que vous voulez devenir milliardaire, c'est compliqué. Ou alors vous le serez comme Warren Buffett à 85 ans, mais bon, moi être milliardaire à 85 ans, ça m'intéresse pas beaucoup. Intéressant, mais par contre, vous pouvez vous donner des vrais objectifs qui parfois peuvent vous sembler fous aujourd'hui, mais vous dire que peut-être dans 10 ans, vous aurez 1 million d'euros de patrimoine net. Ok, quand on a zéro, ça paraît complètement incroyable. En réalité, quand vous commencez à travailler, vous allez voir que ça va quand même plus vite que ça et que normalement, vous mettrez pas 10 ans, vous mettrez entre 5 et 8 ans à peu près là-dessus, si vous y mettez sérieusement et que vous mettez les actions en place, quoi. Mais effectivement, c'était un peu l'idée qu'on avait quand on a lancé ce podcast à la base, d'essayer d'éveiller là-dessus et de permettre aux gens de s'y pencher le plus tôt possible, parce que plus vite on s'y penche, et en réalité moins les efforts vont être durs, parce que effectivement, si vous vous réveillez à 35 ans et que vous vous dites à 40 ans je vais avoir quitté mon job, créer un revenu complémentaire ou avoir créé une entreprise, etc. Sachant qu'à 35 ans, en général, on a déjà des enfants. C'est un moment de vie un peu particulier. Voilà, on a peut-être moins de fougue qu'à 25. Enfin, c'est possible. Après, bon, il y a toujours des cas exceptionnels. Et c'est pas parce que je parle là pour justement ceux qui écouteraient ce podcast et qui auraient 35 ans. C'est pas parce que vous vous posez ces questions-là à 35 ans que c'est trop tard. Mais c'est évident que si vous posez ces questions-là à 35 ans, vous vous dites, mais si je me les étais posées à 25, j'aurais gagné vraiment de temps. Et effectivement, quand on se pose ces questions-là à 25, vraiment, vous avez du temps. Et il faut vous dire que vous partez dans de très bonnes conditions, parce que même si vous mettez 15 ans être tranquille à 40 ans, vous serez déjà mieux que 99% de la population française. Et je pense que c'est important et que c'est vers là que vous devez tendre. Moi, du coup, notre conseil principal par rapport au biais du survivant, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ce que les autres vous montrent et ce que vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux. Et de toujours se comparer à soi-même d'avant et pas toujours se comparer aux autres, parce que on a toujours un petit peu tendance de se comparer aux autres à l'instant T, mais il est évident que par exemple, si vous êtes un investisseur et que vous avez peut-être commencé, vous n'avez pas d'investissement immobilier aujourd'hui, vous avez ultimement commencé à faire un peu de bourse il y a 1 an en arrière, c'est évident que si vous comparez Yomi Denzel, le match est pas possible, tu vois, il y a trop de différences, et en plus les parcours ont trop d'écart pour qu'on puisse commencer à établir une comparaison. Par contre, entre votre vous d'il y a maintenant, qui a commencé à investir, qui a appris des connaissances, qui a peut-être maintenant vraiment une assise patrimoniale ou en tout cas de l'argent de côté qui lui permet d'être à l'aise, à votre vous d'il y a 1 an ou 2 ans qui était peut-être encore étudiant ou qui commençait à travailler et qui n'avait pas d'argent de côté, déjà là vous rétablissez un petit peu une comparaison qui a du sens. Et je pense que le plus important, c'est de se comparer à soi de plusieurs années en arrière et pas se comparer aux autres, parce que les parcours sont différents. On peut parler un peu de la chance du coup qui entre en compte. Ça nous fait la bonne transition justement en parlant des parcours différents. Alors le facteur chance, qu'est-ce que ça t'évoque toi ? Pour moi, le facteur chance. Est-ce que tu as eu de la chance dans ton parcours, tu penses ?
extrêmement subjectif en fait. Oui, je pense que la chance que j'ai eue, et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose que je peux qualifier de chance, c'est de m'être posé la question tôt. Là, moi, c'est là-dessus où je me dis, ok, j'ai eu de la chance, c'est de m'être posé la question à 20 ans et pas à 25, pas à 30, parce que en me la posant à 20 ans, forcément, j'ai gagné beaucoup de temps sur le moi qui se serait pas posé de questions avant beaucoup d'années. Moi, je dirais aussi que notre chance, c'est d'avoir fait des études de fiscalité et d'expertise comptable, parce qu'en vrai, c'est quand même notre métier de tous les jours. Et c'est quand même un avantage à quelqu'un qui connaît rien du tout ou qui a pas la logique. Je pense que c'est ça aussi notre chance. Bah, tu vois, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ça c'est pas de la chance, c'est juste des cartes en main. Parce que le fait d'avoir fait des études là-dedans, pour moi, c'est pas de la chance. En fait, on n'a pas un événement particulier qui nous est arrivé, qui nous a donné un. C'est d'avoir fait le choix, en gros. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ces études-là. Même si on les a faites, même si on s'était pas posé la question d'investir avec ces études-là, en fait, on n'aurait rien accompli de particulier sur nos investissements. Donc moi, c'est pas ce que j'appelle une chance. C'est par contre ce que j'appelle une carte. C'est-à-dire que dans la vie, vous partez avec un ensemble de cartes. C'est comme dans le sport. Hein. Il y a des gens qui sont grands, des gens qui sont petits. C'est évidemment que si vous êtes grand, vous êtes mieux taillé pour le basket. Si vous êtes petit, c'est plus compliqué. Vis-à-vis de ce type de questions, c'est un peu pareil. Si effectivement vous faites des études dans la finance, dans l'immobilier, dans le droit, vous partez avec un certain avantage dans les milieux de l'investissement. Par contre, c'est pas parce que vous n'avez pas ce bagage-là ou cette carte-là que par contre vous partez forcément perdant. Loin de là, parce qu'il y a beaucoup d'autres cartes qui rentrent en compte. Et pour revenir sur ce truc de la chance, non, je pense vraiment que effectivement le fait qu'on ait la carte étude, ça a été un avantage. Mais pour moi, le seul facteur chance, c'est de s'être posé la question pour avoir utilisé cette carte à bon escient. Et pour revenir justement un petit peu sur ces questions de cartes, maintenant il y a d'autres cartes que vous pouvez avoir si vous n'avez pas fait des études là-dedans, c'est absolument pas un prérequis. C'est effectivement que nos études, par exemple, pour avoir des crédits, pour maîtriser la fiscalité, pour mettre en place des sociétés, ça c'est des choses qui aident. Mais par contre, dans les questions de travaux, on n'est pas spécialement bon parce que déjà on n'aime pas trop ça. Bon, on a les connaissances parce que maintenant on a fait l'effort d'acquisition et on a travaillé là-dessus. On a eu de l'expérience aussi. Oui, tout à fait, de l'expérience, mais qui du coup n'est pas de la chance, c'est du travail. Je veux dire, on partait pas dans les travaux avec des connaissances, alors que par exemple, je sais pas si depuis tout petit vous alliez avec votre père, votre grand-père sur les chantiers, que vous avez fait du placo, de la plomberie, de l'électricité, peut-être que effectivement pour vous faire un crédit immobilier ça paraît compliqué, mais qu'en revanche retaper un appartement de A à Z, c'est quelque chose que vous savez faire facilement et peut-être même que vous avez de la famille là-dedans qui peut vous aider. Ça, c'est une carte que vous pouvez jouer et qui est complètement à l'inverse des cartes que nous on avait. Alors tu vois, du coup c'est rigolo parce que on définit pas la chance de la même manière, toi et moi. Pas de la même manière, mais du coup, il y a des choses que moi je voyais comme de la chance et toi pas du tout, et inversement. Du coup, c'est qu'une question de perception. C'est pour ça que c'est très subjectif. Peut-être que les autres aussi percevront qu'on a eu plus de chance à certains trucs, alors que nous, pas du tout. Mais en plus, c'est pour ça que la chance, je trouve ça extrêmement subjectif. Et c'est pour ça qu'on en revient un peu comme sur le biais du survivant, c'est quelque chose pour lequel il faut prendre beaucoup de recul. C'est que la chance, en fonction de ton interlocuteur, en fonction de la manière dont tu lui racontes quelque chose, il va estimer que c'est de la chance ou pas. C'est ce qui fait que c'est 100% subjectif en fait. C'est-à-dire que il y a l'exemple du dégât des eaux. Quand vous avez un dégât des eaux sur un bien immobilier, la première chose que vous dites c'est j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive, c'est galère à gérer, il va falloir contacter l'assurance, contacter l'artisan, voir avec le locataire, peut-être que l'appartement sera inutilisable. Enfin, vous avez plein d'idées un petit peu négatives qui vous passent par la tête et on est bien placé pour le savoir parce qu'on en a eu 2 il y a pas très longtemps. Et vous dites j'ai vraiment pas de chance de toujours avoir des problèmes et d'avoir ce dégât des eaux qui se met en place. Mais maintenant, finalement, vous allez gérer votre dégât des eaux. Ça va peut-être vous permettre de refaire, par exemple, un mur ou un appartement dans un appart qui était peut-être un peu ancien. Vous vous retrouvez avec un plafond et un mur neuf qui ont été remboursés par l'assurance. Quand vous racontez ça à votre ami, vous lui dites uniquement « Ouais, j'ai eu un dégât des eaux et grâce au dégât des eaux, j'ai pu refaire le mur et le plafond aux frais de l'assurance. » Votre ami va vous dire « T'as eu de la chance. T'as eu de la chance finalement d'avoir ce dégât des eaux parce que grâce à ça, ça t'a enrichi par le fait que t'as refait l'appartement à neuf. » Alors que si à votre ami vous lui dites uniquement j'ai eu un dégât des eaux et c'est très compliqué de le gérer, il va dire t'as pas de chance d'avoir eu ce dégât des eaux. Donc vous voyez que dans un même événement, en fonction du moment où vous racontez votre histoire et à qui vous le racontez, ça peut être estimé comme de la chance ou pas.
Et du coup, tu dirais à ceux qui disent, par exemple, qu'on part pas avec, on part pas tous du même pied, etc. Comment est-ce qu'on peut, tu sais, comment est-ce qu'on peut tirer les choses à notre avantage? Par exemple, les gens qui sont déjà endettés, on en avait parlé, je sais plus. C'est déjà le 2e épisode, ouais, ça remonte je sais plus lequel. On avait parlé. Comment est-ce qu'on, pour les gens qui, bon, nous, est-ce qu'on a eu de la chance ou pas? C'était une de nos cartes, en tout cas, de pas être endetté avant de commencer tout ça. Mais ceux qui partent pas du même pied, du même stade, comment est-ce qu'on peut leur faire voir les choses pour leur dire que eux aussi c'est possible en fait? Encore une fois, c'est de prendre du recul. C'est toujours de prendre du recul par rapport à sa situation et par rapport à ses objectifs. Et par exemple, quelqu'un qui partirait endetté, donc qui s'estimerait à la fois partir avec des mauvaises cartes et avoir de la malchance de pas partir avec une meilleure situation, déjà, il faut se dire que ça paraît pas sur le papier le meilleur cheval entre guillemets, mais peut-être que cette personne-là, justement, le fait qu'elle va arriver à sortir de son surendettement, qu'elle va rembourser tous ses crédits, ça va être une force pour la suite où elle va se dire c'est bon, moi la pire situation de ma vie que j'ai connue c'était celle où j'étais endetté, maintenant que j'ai réglé mes dettes, en fait le reste de ma vie sera beaucoup plus facile. Et donc quand elle aura des problèmes qui vont lui arriver, ça lui paraîtra certainement moins insurmontable que pour quelqu'un pour qui ça a toujours roulé et à la première grosse embûche, ça fera entre guillemets plus mal. Donc c'est pour ça que effectivement les cartes que vous avez, elles sont à la fois matérielles, elles sont sur les connaissances, elles sont également sur l'aspect financier. Là on parlait de quelqu'un qui parle avec de la malchance parce qu'il a des dettes. On peut parler aussi de quelqu'un entre guillemets qui partirait avec de la chance parce que peut-être mamie a fait une belle donation et du coup il a un beau pécule de 50 000 € pour commencer à investir. Et c'est rigolo parce que du coup le couple d'amis qu'on a qui nous disait la dernière fois qu'ils se sentaient complexés par rapport à nous, moi du coup je voyais pas les choses de la même manière qu'eux, parce que déjà eux ils partaient avec des donations, tu vois, ils avaient déjà des choses que nous on n'avait pas quand on a commencé. Tout à fait. Et lui ça lui échappait complètement, tu vois, je dis mais mais tu vois, moi par exemple ça je le vois pas non plus comme de la chance, je le vois comme une carte. Enfin oui, tu peux t'estimer chanceux, mais en fait, si c'est de la chance quand même. Oui, mais c'est une carte parce que en réalité, tu peux t'en servir ou pas. C'est pour ça que en fait, à partir du moment où effectivement tu as une donation, tu t'en sers, ça te permet d'aller plus vite sur tes objectifs. Du regard extérieur, on va dire t'as de la chance, mais si maintenant t'as une donation, tu crames tout, t'en fais rien, t'investis pas, en fait t'as pas eu de chance, t'as juste utilisé, tu vois. Donc pour moi ça c'est une carte. C'est une carte que tu utilises et que si tu l'utilises à bon escient, forcément c'est un multiplicateur sur ce que tu peux accomplir. Mais c'est pas uniquement un coup de chance d'avoir eu cette carte-là. Tu penses du coup on peut se créer des cartes ou pas? Oui, on peut clairement se créer des cartes. Et d'ailleurs, ça vous vous en rendez compte quand les mois et les années passent et que vous continuez à investir, vous vous rendez compte que par exemple au bout de 3, 4, 5 ans d'investissement, vous avez beaucoup plus de cartes que quand vous avez commencé. Parce que forcément, quand vous avez commencé, si on revient, on peut revenir, par exemple, on va prendre le pire scénario. La personne qui a commencé à investir, elle était endettée, elle a pas fait d'études, elle est pas spécialement bonne en travaux. Ouais. Finalement, sur le papier, il y a rien qui match. En tout cas, pour se lancer dans de l'investissement immobilier ou même de l'investissement boursier. Et pourtant, elle a décidé de réduire son train de vie. Elle a mis beaucoup d'argent de côté. Elle a remboursé ses dettes. Donc déjà, elle s'est sorti une carte qui est un peu plus psychologique de se dire voilà, maintenant quoi qu'il m'arrive, je continuerai à travailler dur et maintenant de la pugnacité finalement pour pouvoir avancer plus vite. Et elle s'est formée sur les questions sur les questions financières, sur les questions de fiscalité également. Et maintenant, c'est des sujets qu'elle maîtrise. Alors elle n'est pas avocat fiscaliste pour autant, mais en tout cas, elle a le minimum qui lui permet de faire sereinement des investissements en faisant les bons choix de régimes fiscaux. Donc là, elle s'est créée une carte fiscalité / finance. Et finalement, elle avait du temps les week-ends. Elle s'est formée sur des postes de travaux sur lesquels tu peux économiser pas mal, le placo, la peinture par exemple. Et du coup, sur ces chantiers, maintenant, elle sait qu'elle économise beaucoup d'argent en posant elle-même le placo, en faisant elle-même la peinture. Et elle s'est créée une nouvelle carte travaux qui lui permet de faire des chantiers moins chers et donc d'augmenter sa rentabilité. Donc tu vois, les cartes, on peut vraiment se les créer, même si on part de zéro et que on a l'impression d'être le plus mauvais cheval de la course. Okay. Sachant qu'encore une fois, je parle de course,
Mais la course, elle est qu'avec vous-même. Il n'y a pas vous faites pas la course avec Yomi Denzel. avec Yomi Denzel ou même avec les autres. En fait, le plus important, c'est que le vous de demain soit meilleur que le vous d'hier. Et ça, c'est uniquement en faisant les bons choix et en mettant le travail en face de vos objectifs que vous y arriverez. Et puis s'il y a par exemple des gens sur lesquels vous avez un biais du survivant, servez-vous-en comme inspiration et pas comme objectif en fait. Servez-vous-en pour vous inspirer des objectifs et pas essayer de ressembler à tout prix ou être frustré parce que vous savez déjà de base que vous serez jamais comme lui, tu vois ce que je veux dire? Exactement, et c'est pour ça que vos objectifs doivent vraiment être définis par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux cartes que vous avez. C'est pour ça que quand on revient sur cette histoire de cartes par rapport à la définition de vos objectifs, si maintenant votre but c'est de quitter votre job et de du coup remplacer votre salaire par des revenus complémentaires, définissez un temps logique pour le faire et ne vous laissez pas happer par exemple des gens qui auraient réussi à le faire en 1 an. Ça ne se fait pas en 1 an, sauf si on revient sur le biais chance. Quelqu'un qui le ferait en 1 an, on pourrait dire qu'il a eu de la chance parce que par exemple, je sais pas, il a réussi à faire un très bon investissement en bourse ou en crypto-monnaie qui lui a donné un très gros coup d'avance. Et encore, ça on pourrait dire que c'est pas spécialement de la chance, c'est juste du travail parce qu'il a fait les bons choix, les bons investissements. Bon, sauf s'il a vraiment fait ça en mode casino, là pour le coup c'est vraiment de la chance. Mais pour moi, il y a vraiment dans les jeux d'argent, on a de la chance, on est dans l'investissement, c'est du travail. Oui, donc, parce que vous laissez pas happer par quelqu'un qui l'aurait fait en 1 an, ça prend du temps et plus vous avez des objectifs qui sont hauts, plus va falloir mettre de temps là-dessus. Et c'est pour ça que les objectifs intermédiaires sont pas mal. Si par exemple vous dites dans 1 an, j'aurai jamais atteint mon vrai objectif, mettez-vous un objectif intermédiaire qui est dans 1 an déjà vous êtes formé, avoir fait votre premier investissement, avoir ouvert un PEA et mis vos premiers investissements en bourse. Vous êtes formé sur les crypto-monnaies, vous avez créé un premier portefeuille de coins là-dessus. Je pense que c'est là aussi la difficulté, c'est qu'il faut savoir être honnête avec soi-même et ne pas s'apitoyer en mode moi je vais pas pareil que lui, du coup j'y arriverai jamais. Faites l'effort de vous poser les bonnes questions, de savoir exactement dans quoi vous êtes bon, même si des fois je sais que pour certaines personnes c'est dur. Il y en a ils vont te dire qu'ils sont nuls dans tout, tu vois. Exactement. Ils savent rien. Oui, faites l'effort et je suis sûre que vous arriverez à tirer avantage de votre situation, même si elle vous paraît pas idéale ou elle vous paraît ou ça vous paraît insurmontable pour l'instant, tu vois. Et comme tu dis, je pense qu'il faut, quoi qu'il arrive, se créer des cartes et pas uniquement rester passif et se dire que quoi qu'il arrive, vous n'y arriverez pas, parce que là on vient sur un peu le biais contraire et qu'on peut avoir sur les aspects des questions de chance ou de biais du survivant, de vous dire que vous êtes un peu le survivant qui n'a jamais de chance et qui n'arrivera à rien, alors que c'est une erreur de voir là-dessus. Quelque chose qu'on n'a pas abordé là-dessus, mais tant que j'y pense, c'est quand même assez important aussi, c'est que là aussi le cerveau identifie est souvent plus intéressé par la peur que par les news positives. On le voit dans la presse qui aime bien toujours titrer sur des malheurs qui se passent dans le monde parce que ça fait toujours plus lire que quand on dit dans tel pays il y a de la croissance économique et les gens sont heureux. Personne va lire cet article, alors que par exemple si on dit qu'il y a eu un tremblement de terre au Japon, là pour le coup vous allez lire, vous allez vous demander combien il y a eu de morts, combien il y a eu de dégâts, etc. Et ça on peut l'avoir également dans les questions d'investissement, où finalement vous allez donner plus d'importance à quelqu'un qui aurait eu, vous avez eu votre cousin qui vous a raconté que sa femme de ménage connaissait quelqu'un qui a investi dans un appartement et que le locataire a tout démonté, et vous allez vous dire ça c'est la norme de quand on fait de l'investissement immobilier, alors que là encore c'est une exceptionnalité, comme on l'avait démontré avec les chiffres, notamment qu'on avait parlé de la gestion locative où finalement les impayés ça représente que 2% du total du parc locatif français, donc c'est quand même extrêmement rare. Et pourtant vous allez uniquement rester sur votre peur de vous dire mais non, ça va forcément arriver, et d'établir cette nouvelle moyenne comme référence, alors qu'encore une fois c'est une exceptionnalité qui n'arrive que très rarement. Donc c'est pour ça que ne nourrissez pas les peurs que vous pouvez avoir par rapport à certaines questions par l'exceptionnalité de gens qui à l'inverse n'auraient pas réussi, mais
aurait entre guillemets eu des embûches ou de la malchance sur certains sujets, sachant qu'encore, moi je me méfie toujours des gens qui racontent des parcours catastrophes, parce que il peut toujours y avoir ce biais d'exagérer le fait que ça a été compliqué pour enjoliver la manière dont on a réussi, parce que souvent quand je vois quelqu'un qui raconte un parcours difficile, en général il raconte un parcours difficile pour maintenant conclure que ça va beaucoup mieux. J'ai quasiment jamais entendu parler de quelqu'un qui a dit j'ai eu un parcours horrible et je suis toujours dans mes problèmes. Ah mais c'est humain ça. C'est humain, mais du coup quand on vous raconte un parcours qui a été extrêmement compliqué, on vient en général exagérer les malheurs qui ont pu arriver ou les embûches ou les difficultés qui ont pu se passer pour augmenter le gap qu'il y a eu avec la personne qui a réussi à sortir de ses ennuis. Oui, puis chacun son storytelling en fait. Exactement. Je veux dire, cette personne elle aime bien se raconter cette histoire. Il y a pas de mal, oui. Mais faut prendre du recul en fait. Exactement, faut prendre du recul là-dessus et vous dire que vous n'allez pas traverser la même chose parce qu'en plus peut-être même que cette personne-là n'a pas tout à fait traversé ça, ou alors que l'histoire ne s'est pas exactement passée ainsi et qu'elle a été racontée, particulièrement quand c'est l'histoire d'un tel racontée par quelqu'un d'autre. Ça c'est encore pire parce que vous avez la personne à qui il est arrivé quelque chose, elle l'a peut-être un peu exagéré, elle l'a raconté à quelqu'un qui a été profondément choqué, qui la surexagère encore, et là vous vous retrouvez typiquement avec les histoires dont on parle de Tante Michu qui connaît quelqu'un qui a complètement ravagé l'appartement alors qu'en fait peut-être juste que cette personne avait un problème avec son locataire et qu'il avait abîmé la peinture du mur de la porte d'entrée par exemple. Je vous dis un truc au hasard, mais voilà, c'est des fois les choses peuvent être très exagérées dans les histoires et là aussi prenez du recul et un petit peu méfiez-vous quand ça paraît trop gros et dites-vous toujours que voilà, la personne qui le raconte a un biais subjectif aussi d'enjoliver tel ou tel passage ou de taire telle ou telle chose qui s'est passée. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Arrive pas mal. Ouais. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était plus léger que d'habitude, où on a parlé de chance et de biais du survivant, où effectivement, comme on l'a dit, c'est vraiment prenez de la distance avec tout ça et concentrez-vous vraiment sur vous, de faire un point d'état qui est important sur les cartes que vous avez et de pas uniquement rester sur ces questions de j'ai de la chance, j'ai pas de chance, je vais pas y arriver, je peux y arriver, je vais pas y arriver. Sortez de ces questions qui sont très subjectives et qui sont pas, qui manquent de pragmatisme par rapport à votre situation personnelle et passez à l'action avec des objectifs qui soient réalistes et pas uniquement basés sur quelqu'un qui aurait par exemple réussi à tout exploser en un an, ce qui est quand même très très rare. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast également. Ça me ferait très plaisir sur Instagram. Voilà, sur Instagram, ça ferait énormément plaisir à Marie parce que c'est elle, il faut dire, qui travaille beaucoup. J'espère que vous appréciez un petit peu les posts et les reels parce que vraiment, il y passe du temps et que justement, on parlait de Yomi Denzel tout à l'heure, ça se voit qu'il a des équipes professionnelles qui s'en occupent et je pense même qu'il y a même plusieurs personnes qui y travaillent parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est compliqué. Ouais. Donc bon, nous, à notre petit niveau, on essaye de faire quelque chose de qualitatif. Forcément, on n'est pas au niveau des meilleurs, mais en tout cas, on tend à se rapprocher au maximum. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Salut!